Puis on est là, non, on n'est pas super nanny, on ne fait pas à la place. Alors oui, on a la mallette avec les outils, mais c'est toujours plus facile et plus intéressant quand ça vient des parents puis que ça vient de la réflexion du parent. Je trouve extrêmement difficile de demander à un enfant de rester assis en classe 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi et lui demander encore de travailler entre une demi-heure et 1h30 suivant dans quel niveau scolaire il est. Plusieurs petites séances de 10-15 minutes de couper plutôt que de s'acharner sur un truc puis pour finir tout le monde en puisse plus puis ça part après en conflit puis ça monte en symétrie. Bienvenue dans Haut en couleur, le podcast de Motif qui accueille des personnes enseignantes, chercheuses, spécialistes ou en formation. Avec nos invités, nous aborderons des thématiques variées en lien avec l'enseignement. De la linguistique à la pédagogie, de l'accueil des migrants à l'économie, des arts à la psychologie. Nous construisons avec vous, chers auditeurs et auditrices, chers invités, un panorama des connaissances actuelles. Chers auditeurs, chères auditrices du podcast Haut en couleur de Motif, le podcast qui dresse le panorama des connaissances actuelles dans l'enseignement et dans la parentalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Natter, une amie de longue date, qui est éducatrice sociale à l'AEMO, donc l'action éducative en milieu ouvert. Elle a une longue expérience d'éducatrice spécialisée depuis plus de 10 ans. Après un début de parcours professionnel en Suisse, elle a été à Paris, en région parisienne, travaillé plutôt sur la dynamique de l'enfance et de la parentalité. Puis de la région parisienne, elle est revenue ici en Valais. Tu es une ardente voilà, mot difficile à prononcer, une ardente défenseresse de l'inclusivité, au travers notamment de ton activité d'éducatrice, mais aussi en tant qu'officiante de cérémonie laïque chez Cœur au Carré. Puis j'ai le plaisir de te poser quelques questions pour le cadre de ce podcast. Et puis je te remercie d'avance pour toute ta franchise. On se connaît depuis très longtemps, vous allez voir, il y a une certaine connivence qui va forcément émerger de cet épisode et qui change un petit peu des autres épisodes qu'on a pu enregistrer du podcast Haut en couleur. Donc déjà Laura, merci. Qu'est-ce que l'AEMO ? Et dans quel cadre tu interviens par rapport à cette structure ? Donc comme tu l'as dit avant, c'est l'action éducative en milieu ouvert. Donc en fait on est un petit groupe d'éducateurs où on intervient à domicile sur différents mandats, que ce soit de la protection de l'enfance, du CDTEA ou du bureau d'accueil aux candidats réfugiés, que je vais dire BACRE, ce sera plus facile. Donc en fait voilà, on a un mandat, on travaille sur objectifs et avec les parents, notamment souvent en termes de soutien à la parentalité ou de travail autour de la coparentalité. Grosso modo c'est un petit peu ça et on travaille sur tout le Valais roman. Le Valais roman. Oui. Alors il y a un groupe d'éducateurs AEMO au Valais, mais nous on est 7, non, je sais jamais. 1, 2, 3, il faut que je les compte par place de bureau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 8, pardon. On est 8, on n'est pas tous à plein temps et on intervient du coup de Sierre jusqu'à Saint-Gingolph. D'accord. Et toutes les vallées latérales, et il y a une équipe de 2 qui sont à Montaix et qui interviennent jusqu'à Martigny, et nous on intervient de Sierre jusqu'à Martigny. Et puis cette structure, elle existe qu'en Valais ou aussi dans d'autres cantons Non, elle romans ? existe aussi dans d'autres cantons, dans même quasiment tous les cantons romans. Après, elle s'articule peut-être un petit peu différemment suivant les cantons, entre Genève, Lausanne, Fribourg ou Neuchâtel. Les besoins sont un petit peu différents, et aussi en termes de politique sociale qui sont un petit peu différentes d'un canton à l'autre. Du coup, il y a des changements. D'accord. Des variations plutôt. Mais ce service existe ailleurs. Et donc, on se retrouve en tout cas 1 fois par année, voire 2 fois par année pour discuter ensemble. Et donc, de ce que j'ai compris, tu es mandaté donc par d'autres organismes pour venir intervenir. C'est aussi le cadre justement dans d'autres cantons. Est-ce que en tant que parent, on peut demander l'intervention directement de l'AEMO ou ça doit passer par une autre structure ? Alors, dans d'autres cantons, dans certains cantons, les parents peuvent demander directement l'intervention de l'AEMO. Ce qui n'est pour l'instant pas vraiment le cas en Valais. Il faut obligatoirement passer soit par l'OPE, le CDTEA ou le BACRE. Mais il peut y avoir par exemple l'OPE qui demande à mettre en place une mesure AEMO
sans qu'il y ait derrière de curatelle éducative qui soit prononcée par la PEA. Donc là, c'est les parents qui font la demande à l'OPE, on aimerait une mesure AVMO, sans qu'il y ait de suivi OPE derrière. Ouais. OPE, protection de l'enfance, Oui. et puis CDTEA. Centre de thérapie de l'enfant et de l'adolescent, si je ne m'abuse. D'accord, merci. C'est vrai que nous, on a moins usage des acronymes, des acronymes, et c'est de temps en temps, ce vocabulaire spécialisé, ça permet de l'éclaircir, parce que ce qui est un constat qu'on a pu voir en discutant avec des parents, c'est que en fait, on se sent assez rapidement perdu par rapport à tous ces organismes, et puis on se dit, on navigue. Alors, nous, on commence à avoir un petit peu d'expérience et d'expertise, aussi bien en tant que professionnel de l'enseignement, mais aussi en tant que parent. Et c'est vrai que la première fois qu'on plonge là-dedans, mais c'est un univers, et c'est vrai que c'est assez perturbant de dire OPE, CDTEA, quoi, puis après, on rajoute encore APEA, et puis c'est ça, tout le monde. c'est ça. Mais peut-être pour faire court, le CDTEA, du coup, c'est, si je dis pas de bêtises, rattaché, c'est un service public, et c'est les écoles qui peuvent faire des demandes au CDTEA quand il y a des difficultés avec certains élèves. Ça peut aussi passer par les parents avant la scolarité obligatoire, et puis aussi s'il y a vraiment des besoins très spécifiques. Et en gros, au CDTEA, c'est un ensemble de professionnels. Il y a des logopédistes, des ergothérapeutes, des psychologues, et est-ce qu'il m'en manque ? Logo, ergo, psychomotes et des psychomotriciennes. Et donc c'est assez intéressant, et c'est des services qui sont pris en charge par l'État, donc en fait qui sont gratuits pour les parents. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Par rapport à tout ça, toi, quand tu interviens un peu, quels sont tes conseils face à des enfants qui ont des défis à vivre et à surmonter ? Comment tu opères finalement quand tu interviens quelque part de manière générale ? Quelles sont un peu tes approches ? Je pense que la première approche, c'est de prendre en compte là où elle en est, la famille, puis de pas arriver avec nos grosses bottes et de se dire non, alors il faut faire ça comme ça, ça fonctionnera pas. Mais c'est vraiment d'ouvrir la discussion, de créer du lien, d'aller comprendre où sont les difficultés des familles et des enfants. Après, nous, on intervient vraiment, le but, c'est avec les parents. On va pas faire à la place d'eux, et dans l'idéal, on aimerait pouvoir déclencher chez eux une réflexion sur qu'est-ce qu'il faudrait changer, modifier pour que ça apporte un changement chez l'enfant. Et des fois, là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que souvent, on nous associe à Super Nanny. Oui. Puis on est là, non, on n'est pas Super Nanny, on ne fait pas à la place. Alors oui, on a la mallette avec les outils, mais c'est toujours plus facile et plus intéressant quand ça vient des parents, puis que ça vient de la réflexion du parent. Et c'est vrai que par rapport aux difficultés, ce qu'on dit aussi souvent, c'est qu'on n'a pas de baguette magique. Donc on ne va pas révolutionner le monde, et c'est vraiment les parents qui ont les outils pour que ça change à la maison. Donc on va aussi discuter avec les enfants suivant l'âge. Puis l'idée, parfois, c'est de trouver aussi des compromis entre les besoins des enfants, les besoins des parents, puis comment ils peuvent tous se retrouver, quoi. Je sais pas si je suis assez claire. Oui, tout à fait. Non, c'est très pertinent. Et puis, en fait, comment tu interviens ? Tu es plutôt tu donnes des astuces, des conseils, tu es plutôt externe, observatrice, et ensuite tu amènes ces conseils-là, ou est-ce que, au contraire, tu dis que tu as une mallette qui vient avec toi, est-ce qu'il y a des livres, des références, il y a des outils, des objets peut-être qui permettent d'amener les choses, et puis quel genre de cas aussi, parce que là on est encore resté assez généraliste sur les cas sur lesquels tu interviens. Quels sont aussi finalement ces défis que les enfants affrontent, ou même les familles de manière globale affrontent, et que tu viens les aider à passer ce cap ? Ça dépend un peu des mandats. Suivant, si c'est la protection de l'enfance, on est souvent plutôt dans quelque chose d'aide contrainte, avec des difficultés qui sont quand même assez je trouve pas le mot, mais assez connues, puis assez elles sont ancrées. Oui. Ça fait un moment qu'elles sont là, et puis il y a du travail, et puis souvent quand on mandate l'AEMO, c'est des fois, j'aime pas trop le dire, mais c'est trop tard. Quand c'est la protection de l'enfance, des fois c'est presque trop tard, mais en même temps le système il est ce qu'il est, et c'est difficile de pouvoir faire de la prévention en amont. Donc on va devoir arriver et puis essayer d'éteindre les feux. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne absolument pas. Puis la réalité fait qu'en Valais aujourd'hui,
c'est compliqué au niveau de la protection de l'enfance. Donc on a un petit peu le dernier rempart, on a tout essayé, il y a un risque de placement derrière, donc on va mettre un peu la EMO, puis ça rassure tout le monde. Ce que je dis là, j'espère que ça va pas être retenu contre moi, mais en vrai, c'est quelque chose dont on discute un peu, régulièrement, et c'est un sentiment qu'on a un petit peu, en tout cas tous les collègues à ce niveau-là. Et quand c'est par exemple le CDTEA, on est plutôt sur, en tout cas moi, de la façon dont je le ressens, plutôt sur de la prévention. Il y a des petites difficultés, typiquement là on a beaucoup d'enfants avec des profils TDAH et ou TSA, donc TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TSA, trouble du spectre autistique, ou même autiste tout court. Du coup, là il nous faut quand même des connaissances un petit peu spécifiques, mais on est aussi appuyé on est soutenu par le réseau. Ouais, vous travaillez en réseau. Oui. On travaille en réseau énormément, parce que tout seul on ne ferait pas grand-chose. Donc on s'appuie énormément sur les intervenants du CDTEA ou les intervenants aussi du SPPEA. Et là, le SPPEA, c'est le service de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est des psychologues qui travaillent avec des psychiatres. D'accord. En tout cas, on voit qu'il existe vraiment des solutions qui, certaines arrivent peut-être un petit peu tard en fonction des régions et des politiques sociales des différents cantons suisses. Puis, peut-être j'ajouterais aussi que par rapport au BACRE, quand c'est des mesures du BACRE, ça va être plutôt de travailler sur comment est-ce qu'ils peuvent garder leur culture et s'adapter un bout à la culture dans laquelle ils vivent aujourd'hui, donc ici en Valais. Et puis c'est beaucoup de travail avec les écoles. Oui. Ok, souvent on a des parents qui sont allophones, donc ils ne parlent pas français, qui même parfois sont illettrés dans leur langue maternelle. Donc si on leur demande de lire et d'écrire en français, c'est déjà une des étapes à franchir. Oui, c'est ça. Et ce qui fait que là, souvent, ça coince avec les écoles. Ah, mais on leur demande de faire des choses, ils font pas. Oui, mais en même temps, s'ils comprennent pas ce qu'il faut faire, ça va être compliqué. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme stratégie pour que les parents comprennent, que les enfants fassent ce qu'il leur est demandé, puis qu'ils feintent pas parce qu'ils savent que papa et maman, de toute façon, ils captent que dalle, quoi. Oui, on voit pas mal ça avec Motif, du fait qu'on a aussi tout l'aspect de la formation pour adultes et le français langue étrangère, et on voit qu'il y a la difficulté des adultes quand ils rentrent dans l'école, en plus qu'il y a un univers qui est hyper structuré, avec des règles. Là, je vois avec mes enfants, quand on reçoit, il y a quasiment toutes les semaines une communication, quelque chose à faire. Heureusement, nous on parle bien correctement français, on a la compréhension, mais j'ose imaginer des parents qui viennent d'arriver et qui tombent sur un document qui est des fois complexe, parce que l'objectif n'est pas forcément que ce soit à l'adulte de le lire et pas à l'enfant, donc des fois il y a un vocabulaire où si on parlait pas français, ce serait très difficile, ou même si on n'avait que des bases en français, ce serait difficile. En tout cas, merci de parler de ça aussi, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous parle beaucoup, aussi l'aspect de la langue étrangère, de l'arrivée en Suisse sans parler le français, devoir découvrir les méandres de l'administration et de la difficulté de communiquer avec les enfants dans un monde qui est francophone. Oui. C'est vrai que là, je pense notamment aux adultes qui continuent à vivre beaucoup dans leur langue, et puis que les enfants développent une autre langue que les adultes ne comprennent pas, et que les enfants se parlent en français pour être discrets vis-à-vis des parents. Et ça, c'est des situations qui sont, je pense, compliquées, surtout si y a le défi de l'intégration par rapport à ça. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal de mesures qui viennent justement du bureau d'accueil aux candidats réfugiés. Et c'est vrai que c'est difficile pour les parents de trouver aussi cet équilibre entre qu'est-ce que je garde de ma culture d'origine, qui est importante pour la transmission aussi, pour l'identité, pour la construction, et comment est-ce que je m'adapte et comment est-ce que je demande à mon enfant de s'adapter à la culture suisse. C'est difficile l'équilibre à trouver, en fait. Ouais, puis c'est pas une règle universelle, on peut pas dire fais comme ci, fais comme ça. C'est vraiment une expérience qui doit se vivre, et qu'on espère qu'on essaie d'accompagner dans différents moyens, au travers d'associations. Mais c'est vrai que des fois on se heurte à... après, je sais que l'école a aussi leur réalité de terrain, et pour rien au monde je ferais leur métier. Sincèrement, moi je leur tire mon chapeau,
Mais Je pense que c'est réciproque. c'est vrai. Moi, je me dis d'être dans une classe avec 23 élèves, dont, je sais pas, j'exagère, mais en tout cas, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont allophones, sans compter les autres qui ont un trouble du développement ou en tout cas un TDAH diagnostiqué ou pas. Des fois, les parents derrière aussi, parce que c'est pas forcément toujours facile. Puis ils doivent réussir à garder le groupe classe, à faire classe et à avancer dans le programme. Moi, je pense que je tiendrai 2 jours et demi. Hein. Et encore, je suis pas sûre. Et c'est vrai que, du coup, pour revenir à ce que je disais, dans le travail avec les écoles, des fois, c'est parfois un petit peu compliqué quand c'est des parents de culture étrangère. Après, je pense aussi qu'il y a des fois un ras-le-bol de certains enseignants qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont essayé, puis ça fonctionne pas. Puis nous, on est aussi un petit peu là pour essayer de mettre un petit peu de l'eau dans le vin. Ouais, de temporiser, de réussir à fluidifier finalement les échanges entre tous les partenaires. C'est ça. Et il y a, en tout cas en Valais, une mesure du bureau d'accueil aux candidats réfugiés qui s'appelle les bâtisseurs de ponts. Et je trouve ça assez intéressant comme la dénomination, de bâtir des ponts entre les différentes cultures et notamment c'est des personnes issues de la même culture qui viennent aider les familles avec par exemple les écoles, etc. Ils font le lien, ils expliquent comment ça fonctionne et c'est assez intéressant. Mais je crois qu'ils sont pas... Il y en a pas beaucoup. Ils sont peu nombreux. Ouais, c'est ça. C'est un peu pour le nombre de personnes qui sont accueillies. Mais je vois que... Je dirais que pour tout ce qui est de l'apprentissage du français et des difficultés, je remarque plus tout ça quand c'est des familles qui sont issues de la migration, en fait. Mm-hmm. Parce que dans les familles qui sont, que ce soit sur mandat du CDTEA ou de la protection de l'enfance, le réseau il est déjà en place. Souvent, les diagnostics sont déjà posés, que ce soit effectivement dyslexie, tous les troubles 10. Souvent, c'est déjà diagnostiqué, il y a déjà les thérapies qui sont en place. Après, je sais que ça a quand même un impact à la maison, typiquement sur le temps de devoir, où c'est... Oui, parfois c'est un petit peu un de nos chevaux de bataille, c'est les devoirs, la relation parent-enfant, qui mine de rien, souvent, j'ai envie de dire, en tout cas mon sentiment est qu'elle se dégrade parce qu'il y a la pression des devoirs, la pression de l'école, et que des fois il faut réussir à renouer ce lien parent-enfant au-delà des devoirs et du conflit. Et si on se reprojette en arrière, nous enfants, on n'aimait pas forcément plus être contraints à devoir faire ces devoirs-là. Et je pense que pour des enfants qui ont des défis d'apprentissage, c'est pas forcément facile. Justement, c'est pas facile même d'arriver à avoir un calme, d'avoir une atmosphère détendue quand l'un n'a pas envie, on sent l'obligation, il y a le poids de l'obligation et du système. Et je pense que c'est là où il y a un travail à faire, notamment parce que ce que tu fais et toutes les organisations qui sont autour de toi et ce que différentes coachs ou nous-mêmes on apporte aux parents, c'est un peu cette respiration et cette manière d'apaiser ces situations conflictuelles entre parents et enfants. Après, ce que je constate aussi, pour moi, je me mets à la place, on a été élève il y a fort longtemps. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils ont quand même changé. C'est plus les mêmes enfants que nous, on était. Ça a évolué, la société a évolué. Et je trouve extrêmement difficile de demander à un enfant de rester assis en classe 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, et lui demander encore de travailler entre une demi-heure et 1h30, suivant dans quel niveau scolaire il est. Mais c'est atroce, en fait. Moi, je trouve ça difficile et... C'est vrai que je me dis, mais je comprends des fois que quand ils rentrent à la maison, il y a besoin ils n'aient pas envie. Et d'autant plus quand il y a encore des difficultés d'apprentissage qui se mettent par-dessus ou un TDAH ou un TSA, ça a aussi un impact là-dessus. Et donc souvent, je propose aux parents, ils rentrent de l'école, je pense que tout le monde a besoin d'un temps off. C'est ok s'ils ne commencent pas les devoirs tout de suite à la rentrée, 5h moins quart. Peut-être lui laisser le temps de goûter, de faire quelque chose où il puisse évacuer. Ouais, c'est ça, évacuer, se nourrir intellectuellement ou autre, quelque chose qui lui fasse plaisir. Et puis après, on commence les devoirs, et puis vaut mieux faire plusieurs petites séances de 10-15 minutes de couper, plutôt que de s'acharner sur un truc, puis pour finir, tout le monde n'en puisse plus, puis ça part après en conflit, puis ça monte en symétrie.
Et après, c'est là qu'on perd tout le monde, quoi. Oui. D'ailleurs, par rapport à justement cette montée en conflit, est-ce que toi tu as des astuces pour un peu faire redescendre la pression au niveau familial, de dire on arrête, comment casser cette dynamique qui des fois s'enclenche complètement involontairement de la part des parents ou de l'enfant et ça escalade et comment toi tu conseilles les parents pour pouvoir ok, on relâche la pression vu que l'enfant c'est un enfant, il doit apprendre mais il n'est pas maître complet de ses émotions mais quel conseil toi tu donnes plutôt aux parents pour que lui-même apprenne à avoir ce déclencheur de dire ok stop, on stoppe l'escalade et comment on gère ça. Déjà je pense que ce qui est important, les parents connaissent leurs enfants et ce qui est vraiment, je redis encore important, mais c'est qu'ils observent quand est-ce que l'enfant commence à monter, puis quand est-ce que eux aussi commencent à monter, puis que ça, genre un peu les signes annonciateurs. Puis quand ils commencent à les voir, ok, on pause, on fait un autre truc et puis on revient. Ou soit on fait une pause, on arrête, on fait quelque chose qui vraiment pour décompresser, ou alors on passe sur un autre devoir qui paraît plus intéressant, puis on vient après dessus, genre un peu plus calme et reposé. Parce que de toute façon, quand la crise elle est là, ça sert à rien. C'est bloqué. Il faut attendre que ça redescende. Donc autant anticiper, puis d'arrêter avant, ça prendra beaucoup moins de temps pour se remettre au travail et beaucoup moins d'énergie plutôt que d'attendre que ça redescende après coup. Et puis c'est aussi aux parents d'être à quelque part responsables de leurs émotions. Alors c'est facile à dire, mais dans le quotidien, je sais que c'est difficile. Oui. Parce que il y a aussi la journée de travail, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et puis la fatigue. Mais en tant que parents, on est responsable de ce qu'on montre à son enfant. Donc si nous on s'énerve puis qu'on crie, ça montre aussi à l'enfant que c'est ok de crier et de s'énerver. Donc après de lui dire qu'il n'a pas le droit, ça joue pas. C'est un peu de la dissonance cognitive d'une certaine manière. Oui, il faut être aussi ouvert à ses propres émotions en tant que parent et puis les communiquer, dire ça arrive à tout le monde de s'énerver, c'est bien normal, sûr. c'est humain, mais c'est aussi de dire à l'enfant, en tout cas, moi c'est ce que j'applique en tant que parent, dire je suis désolé, je me suis énervé, voilà la situation, j'ai vécu ça, et puis en plus si je m'énerve, moi ça me rend triste, alors, et puis puis l'enfant comprend, puis il peut analyser lui-même, dire ok, moi aussi je ressens ces émotions, je dois y réagir comme ça, ou en tout cas, je peux au moins comprendre et gentiment me forger. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on est des modèles. Oui. On parlait hier, quand on a enregistré un autre épisode de podcast, où justement sur le principe du jeu de faire semblant. Vous découvrirez ce podcast peut-être avant celui-là, peut-être après, on ne sait pas encore dans quel ordre ils seront diffusés. Surprise. Mais ce qu'on discutait, c'était vraiment le côté, les enfants font semblant. Ils jouent, ils font semblant et ils imitent ce qu'ils voient. Et puis donc forcément, si nous, en tant que parents, on s'énerve, on monte, on crise, on devient violent, les enfants vont malheureusement suivre la même voie. Et sinon, on apprend en fait comment dire, c'est normal d'avoir cet énervement, mais ensuite de réussir à comment dire, calmer ses émotions et ensuite les expliquer à l'enfant, lui il va pouvoir faire la même chose et puis ça va éviter cette montée, puis cette escalade. C'est aussi rassurant pour l'enfant parce que d'avoir une autre personne, même si c'est notre parent en face qui a des émotions, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, c'est hyper déstabilisant et désécurisant. Et si le parent explique, ok, là je suis fâchée, c'est pas contre toi, c'est juste que j'ai eu une journée difficile, là c'est difficile de faire les devoirs, j'ai pas de patience, c'est tout de suite, ça apporte un contexte à l'enfant qui comprend pourquoi son parent réagit comme ça et c'est pas juste, ça sort de nulle part. Et c'est hyper important du coup d'avoir ça pour mieux gérer la situation, pour mieux participer au développement et à l'éducation de son enfant. Puis après, si les devoirs, c'est toujours un moment un petit peu difficile, moi souvent ce que je propose aux parents, c'est est-ce qu'il y a la possibilité de les mettre à l'étude pour décharger. Des fois, il y a des études qui sont un petit peu... ça change un peu de terminologie d'un endroit à l'autre, mais en gros un peu dirigé, où il y a un prof qui est là, puis l'enfant peut venir s'il y a des questions, etc. Ou juste des études où ils doivent se débrouiller tout seuls. Ça enlève aussi le stress de quand ils rentrent à la maison, il y a encore des devoirs à faire. Oui. Puis à un moment donné aussi en fonction de l'âge, c'est de la responsabilité un bout de l'enfant. Ok, tu veux pas faire tes devoirs, et dans ce cas, tu assumeras demain avec les enseignants. Moi j'étais là, je suis à ta disposition, tu prends, ça t'appartient, mais sache que demain il y aura sûrement des conséquences à l'école. Après, c'est pas faire ça avec un enfant de 6 ou 7 ans. Et puis pas tout le temps. Non, puis après ça dépend aussi du profil de l'enfant. Oui.
C'est vrai que nous, c'est un conseil qu'on avait aussi reçu de la part d'un professionnel, c'est de dire, l'enfant, il doit arriver de temps en temps, si il est en retard, par exemple, la difficulté du matin avec des enfants, surtout si on en a plusieurs, ou même si on n'en a qu'un, mais que les matins sont difficiles, ce qu'on a pu constater, c'est que nous, on les presse, il faut que ça avance, et puis en fait, ils se mettent automatiquement, des fois en opposition et volontairement en retard, et dire, mais ok, si ça arrive une fois en retard, c'est à la maîtresse une fois ou au maître de dire, tu es en retard, c'est de remettre la règle, et puis souvent, le fait que ce soit externe à la famille, ça fonctionne mieux. Ça a plus d'impact. Et ce qui est arrivé une fois aussi pour nous, où la maîtresse a dit tu es en retard, puis soudainement, il faut que je sois un peu plus à l'heure. Oui, puis de commencer la matinée directement où tout le monde monte en pression, c'est pas... C'est épuisant. C'est épuisant, c'est fatigant. Je te remercie déjà pour tout ce qu'on a pu discuter. J'aimerais passer encore juste sur une question de vocabulaire, parce qu'on parle beaucoup, nous on utilise le terme de défi à surmonter, après on a les troubles du comportement, les difficultés d'apprentissage, on a parlé TDAH, TSA, tous les problèmes liés aux dyslexies, dysgraphie, tous ces troubles 10. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur le vocabulaire qui peut paraître obscur pour des parents, et toi qui le vis en situation, qu'est-ce que tu nuancerais entre un trouble du comportement, une difficulté d'apprentissage, ou une période peut-être simplement plus difficile et qui est passagère? Alors, c'est une très bonne question. Je te remercie pas de la poser. Je t'en prie. Ce qui est assez... on a tendance à mettre des étiquettes, parce que ça rassure, ces étiquettes. Moi, la première, quand j'ai une situation où je fais « Ah ok, il y a un TDAH », donc je catégorise, où il y a des troubles 10, etc. Mais des fois, ces étiquettes, plutôt que d'apporter une réponse ou de l'aide, ou une piste de compréhension, mais ça enferme. Puis en fait, après, on voit plus que ça. Puis on n'a plus que le prisme de cette étiquette-là. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il est TDAH, ou c'est normal parce qu'il est dyslexique. Il n'arrivera pas à l'école. Alors qu'en fait, pas du tout. Et moi, ce que j'essaye toujours de dire aux parents, c'est qu'en fait, peu importe les difficultés de l'enfant, ça reste un enfant avant d'être la difficulté. Et qu'est-ce que votre enfant a besoin ? Puis finalement, en tout cas, moi, dans ma vision des choses et dans ma vision de l'éducation, qu'un enfant qui ait un trouble du comportement, un enfant qui ait un TDAH ou des troubles 10, peu importe, ça reste un enfant et l'éducation, elle doit être la même. C'est-à-dire qu'il faut que l'environnement il soit prévisible un maximum, que les réponses des parents soient prévisibles et que le contexte soit sécurisant, en fait. Oui. Et ça, c'est le plus important. Que ce qui est de la cohérence pour pouvoir comprendre comment fonctionne le monde, finalement. Oui. Et c'est ce qui va permettre à l'enfant aussi de se structurer, qu'il y ait peu importe le diagnostic qui peut être posé derrière, en fait, finalement. Ce qui me permet d'arriver à une question un peu similaire. Est-ce que selon toi, on surdiagnostique ou on sous-diagnostique ? Et puis, est-ce que toi, tu as vu une différence marquée entre la région parisienne, où tu as travaillé quelques années, et ici, et de manière générale ici en Valais ou ailleurs en Suisse romande? Alors, par rapport à la première question, s'il y a s'il y a trop de diagnostics ou pas, je veux pas m'avancer, mais il me semble que les études, elles montrent qu'il n'y a pas... Alors, sur le papier, oui, les diagnostics, ils sont plus là, mais en vrai, il n'y a pas plus qu'avant. C'est juste que peut-être les professionnels sont mieux formés pour repérer ces difficultés-là. Puis après, il ne faut pas aussi oublier qu'on est dans une ère qui fonctionne avec le numérique, et que le numérique, si les enfants ils sont mis très tôt devant, ça peut... renforcer certains comportements. Certains comportements, exactement. J'ai le terme en anglais qui me vient, mais en français, qui peut imiter certains troubles comme le TSA ou le TDAH. Et que si on enlève ces écrans, parce que quand ce que les enfants regardent, c'est pas toujours adapté en termes de vitesse de traitement de l'image, ça va trop vite. Du coup, le cerveau, il est tout le temps en surstimulation. Donc après, l'enfant, il développe des symptomatiques d'excitation, d'hyperactivité, etc. Et ça, faut pas qu'on l'oublie aussi. Donc c'est toute l'importance de qu'est-ce qui est lié au contexte et qu'est-ce qui est
propre à l'enfant. Entre l'environnement et la nature même de l'enfant. C'est ça, et la génétique. Et la génétique. Et puis probablement que, ok, il y a peut-être plus d'enfants qui sont diagnostiqués, mais moi, en tout cas pour le TDAH, j'ai envie de dire, peut-être faire diagnostiquer les parents, parce qu'on sait que c'est génétique derrière. Souvent, effectivement, d'ailleurs, beaucoup de parents à la quarantaine ou 30-40 ans découvrent un TDAH parce que l'enfant était diagnostiqué. C'est ça. Voire même, je connais un cas de quelqu'un qui a été diagnostiqué à 60 ans parce que on pensait que c'était Alzheimer, et puis en fait non, c'était un trouble de l'attention qui existe depuis tellement d'années que ça avait été intégré. Et on voit qu'effectivement toute la descendance en a hérité. Après, peut-être qu'il y a une différence dans l'éducation des enfants aujourd'hui et dans celle que nous on a pu recevoir. C'est que, alors, les principes éducatifs qu'on a reçus ne sont pas forcément adaptés. On a quand même beaucoup été éduqués par la peur, des fois aussi avec de la violence, mais en même temps les limites elles étaient claires pour beaucoup d'entre nous. Et ces limites, elles nous construisent. Aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression que ces limites, il y a un espèce de petit flou qui s'est perdu là, avec l'arrivée de l'éducation positive, qui est très bien pour certaines choses, justement pour apprendre aux enfants de mettre des mots sur leurs émotions et aux parents de contextualiser ça. Mais ouais, les limites sont tellement importantes pour se construire. Je te remercie pour ça. Tu viens de griller une de mes questions. Donc, voilà. Au lieu d'avoir 4 questions flash... Mais j'ai pas répondu à la différence sur la Suisse et la France. Ah oui, c'est vrai. Si tu veux, tu peux répondre avec plaisir. Je pense qu'une des grosses différences... Donc moi, je travaillais à Corbeil-Essonnes, donc Île-de-France, au sud de Paris. Je pense que la plus grosse différence, c'est la densité de la population qui est quand même drastiquement différente. Et puis, ce qui fait que ça amène des services qui sont souvent sous l'eau. Enfin, qu'il y a plusieurs mois d'attente. En tout cas, dans le service dans lequel je travaillais en AED, des fois, on avait une année d'attente entre le moment où on recevait la mesure et on pouvait la mettre en place. Et en une année, il s'en passe des choses. Et pareil, du coup, quand je suivais, j'avais un jeune pour qui à l'école, c'était très compliqué. Donc déjà, je me souviens, la prof, oui, mais il fait jamais ses devoirs. Et puis en fait, en allant à domicile, je me rends compte qu'en fait, ils sont 5 ou 6 dans un tout petit appartement, parce que je crois que de mémoire, c'est 8 mètres carrés par personne. Donc ça fait vraiment, c'est minuscule. Puis il n'y avait pas de table. Donc où est-ce qu'ils pouvaient écrire et faire ses devoirs ? Donc j'ai rapporté ça à la prof. Puis après, la prof se questionnait s'il n'y avait pas justement de la dyslexie ou de la dysorthographie. Et le problème, c'est que les services publics en France étant saturés, moyenne en tout cas d'attente à Corbeil à ce moment-là, c'était 3 ans. Pour avoir un bilan logo, ils appellent ça orthophonique là-bas. Et en 3 ans, l'enfant, on a le temps de le perdre et il décroche complètement. Qu'ici, on n'en est pas là, mais ça commence aussi à être un peu tendu, donc il y a quand même un petit peu de délai suivant ouais, tout à fait. Ici en Suisse, on a pu constater avec les discussions qu'on a eues avec les parents et les professionnels, en Suisse, on peut avoir de 6 mois à 1 année d'attente pour accéder à orthophoniste ou logopédiste. C'est la même chose, c'est juste une manière de le dire différent. Oui, en fonction du canton, ils utilisent logopédiste et l'autre orthophoniste. Donc souvent, typiquement, on utilise les 2 termes pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais oui, on a constaté 6 mois à 1 année, et puis surtout à une période qui est cruciale sur les apprentissages. Oui. Quand on commence à avoir déjà des soupçons de troubles de la dyslexie ou de la dysorthographie, c'est souvent là où il y a des apprentissages qui sont cruciaux. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une avance, le groupe a déjà avancé, l'enfant prend un peu de retard, et puis plus ça avance, plus il est en retard, et puis soudainement ça devient montagne. À ce moment-là, l'enseignement s'en rend compte, les parents s'en rendent compte, on dit ok, on aimerait un diagnostic, 6 mois, 1 année, 3 ans, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est maltraitant en fait. Oui. C'est maltraitant. Puis après on nous dit qu'il faut aller dans le secteur privé, mais dans le secteur privé, comme il y a tout le monde qui va là-bas, c'est aussi débordé, ils sont pleins. C'est ça, et puis en France, dans le privé, les parents doivent payer, et quand ça reste quand même souvent des situations très précaires dans lesquelles on intervenait, ils n'ont pas les moyens de payer, donc c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Mais c'est vrai qu'ici, je crois que les retards des apprentissages, je crois que c'est autour de la 3H ou de la 4H, si je dis pas de bêtises, c'est un petit peu diagnostiqué, mais c'est aussi les années qui sont effectivement charnières, comme tu le disais. C'est ça. Ça dépend aussi, non seulement des enseignantes et des enseignants, mais aussi de l'élève. Il y a des élèves qui cachent très bien leurs difficultés pendant longtemps, et jusqu'au moment où ils arrivent à un obstacle qui est trop grand pour eux, et puis qui n'arrivent plus à faire semblant d'y arriver. Et il y a des enfants qui sont
qui malgré toutes leurs difficultés ont vraiment ne sont pas, c'est juste des difficultés d'apprentissage, c'est pas un manque d'intelligence. Ils sont très intelligents, voire très capables socialement pour pouvoir masquer leurs difficultés très longtemps parce qu'ils ont peur ils ont peur consciemment ou inconsciemment d'avouer leurs difficultés, le cachent longtemps de manière tellement habile que personne ne s'en rend compte jusqu'au moment où c'est tard. Et c'est là où et les enseignants sont de plus en plus sensibilisés à ce genre de choses. Et puis les parents, notamment nos podcasts sont aussi là pour sensibiliser les parents en disant « Ah bah oui, effectivement, il y a des choses. » Dans nos newsletters, on en parle de temps en temps. Il y avait une anecdote avec une dame qui était enseignante et puis qui voyait son fils apprendre à lire, et puis tout bien. Et puis jusqu'au jour où elle a lu une histoire et elle a introduit des faux mots, des mots qui n'existent pas ou des mots inadaptés. Et puis quand l'enfant lisait l'histoire, il lisait pas ce qui était marqué, mais ce qu'elle avait inventé. Et puis elle s'est rendu compte en fait, il lisait pas, il répétait simplement, il avait appris tout de suite par cœur le texte et il était capable de redire l'entièreté du texte sans le lire. Et puis c'était déjà tard. Et puis elle, en tant qu'enseignante, c'était en France, elle a repris l'enseignement de la lecture pour son fils. Et puis c'est là où elle a dû reprendre toutes les étapes. Et c'était heureusement pas trop tard, mais la chance qu'elle soit enseignante et qu'elle le réalise. C'est pas le cas de la majorité des parents. C'est ça. J'ai pour toi on a une petite habitude, c'est des questions flash. Ok. Questions courtes il faut répondre spontanément. Je te laisse les découvrir. Donc il y en avait une qui, je pense que tu as en grande partie répondu, c'est bienveillance ou rigueur. Un équilibre entre les deux. Scolarité, en tant que parent ou dans la vision de la parentalité, scolarité française ou scolarité suisse? Suisse, je pense. Je dois développer. Si tu as envie. Pour avoir vu les deux mondes, je pense que Suisse définit bien notre... c'est différent. Par rapport, c'est plus aidant, c'est plus challengeant. Il y a plus de moyens. Il y a plus de moyens. Les classes sont plus petites. C'est plus facile aussi. Les difficultés, mine de rien, vu la densité de la population n'est pas la même. Il y a aussi beaucoup moins, en tout cas quand je travaillais à Corbeil, de personnes migrantes dans les classes. Donc du coup, c'est quand même... Je pense que c'est suisse. Donc, notre système d'apprentissage est différent de celui de la France, même aussi au niveau des méthodes. Merci. De rien. Un classique de ces questions flash, est-ce que plutôt raconter une histoire ou écouter une histoire? Là, c'est par rapport à moi. Par rapport à toi. Moi, plutôt raconter l'histoire. D'accord. Ouais. Jeu de société de manière globale ou plutôt jeu vidéo? Oh, dur, mon cœur balance. Mon cœur balance. Je dirais que ça dépend de la période de mon âge, des périodes de ma vie. Il y a eu les jeux vidéo, après il y a eu les jeux de société. Ça s'alterne. Ça s'alterne. Voilà. Ça fait des va-et-vient. Exactement. Et par rapport aux enfants que tu fréquentes, par rapport à ton métier, est-ce que il y a souvent une critique comme quoi les jeux vidéo isolent Je suis pas d'accord avec ça. Après, ça dépend du type de jeu vidéo et je pense que c'est de la responsabilité aussi des parents de checker derrière ce qui se passe. Mais par exemple, pour des personnes qui ont des difficultés au niveau des interactions sociales, typiquement un enfant avec un TSA, les jeux vidéo, ça isole pas parce qu'ils ont leur personne, ils arrivent à créer du lien. Sur les jeux vidéo, il faut juste accepter que c'est pas ce qu'on attend de manière classique. Ils s'intègrent dans une communauté qui est autre que celle que nous on s'attend. Oui, c'est pas la vraie vie, mais c'est quand même une forme de réalité quand même où ils peuvent s'exercer avec des interactions aussi. Je me rappelle des forums dans les années 2000, on parlait IRL, in real life, et je disais toujours que le forum c'était aussi la vraie vie, parce qu'on communiquait avec des gens, on avait des vrais échanges, des échanges qui avaient vraiment du sens et qui moi m'ont construit en tant qu'adolescent. Mais pareil, et j'ai eu le plaisir en plus d'aller rencontrer certaines communautés à l'étranger plus tard. Et c'était de la vie réelle, c'était juste une autre manière de socialiser. Et encore, nous, on commence un petit peu, notre génération, à avoir l'habitude. Mais c'est vrai que chez nos parents, c'était très déstabilisant. Mais qui t'écrit? Puis c'est qui ces gens? Ah oui, tu communiques avec des Belges, des Français, des Québécois. Puis
Bah oui, Bah oui. Puis c'est des gens à qui tu parles tous les jours. Et puis c'est Qui vrai des fois qu'on invite à nos mariages. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que après c'est aussi un équilibre à trouver entre les jeux vidéo et la vie réelle. Enfin, ce que j'essaye toujours de dire aux parents, c'est ok, ils jouent un certain nombre d'heures. Alors, je fais la différence entre jeux vidéo et réseaux sociaux, hein, parce que pour moi, c'est pas les mêmes problématiques. Mais en tout cas, au niveau des jeux vidéo, si l'enfant il joue, je sais pas moi, 2-3 heures par jour, mais qu'à l'école, les notes elles tiennent la route, que les devoirs sont faits, qu'il a des activités annexes à côté, il a des potes qui viennent à la maison, etc., ben ok, ça fonctionne. Par contre, si ça commence à décliner, surtout au niveau de l'école, des devoirs et des heures de sommeil, bah là, il va peut-être falloir réguler un petit peu quelque chose. Mais Tu parlais de faire une distinction entre réseaux sociaux et jeux vidéo. Qu'est-ce qui te marque beaucoup par rapport aux réseaux sociaux? les réseaux sociaux, plus ça avance, plus j'ai envie qu'on soit comme en Australie. Oui, à interdire au moins de 16 ans. Ouais, clairement. Déjà parce que, alors je sais que l'éducation numérique est arrivée dans les écoles. Alors c'est assez récent quand même, mais ce qui fait que nos jeunes, enfin là je parle de ceux qui ont entre 14 et je vais mettre 20, 21, sont pas vraiment sensibilisés à ça, notamment à tout ce qui est algorithme et comment éduquer les algorithmes. Et du coup, bah, c'est catastrophique les dégâts que ça fait en fait. Et les parents ne sont pas non plus formés ou sensibilisés à ça, et ils n'ont pas forcément un coup d'œil sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux des enfants. Ok, ils ont TikTok, ils ont Instagram en profil public, et puis personne ne va trop regarder ce qui se passe, et c'est là où ça devient dangereux en fait. Je partage assez ton opinion j'ai même envie de dire encore plus depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, où on Oui. sait même plus distinguer le vrai du faux, et même pour des yeux exercés, ça devient très très difficile Oui. et je pense à comment dire, nous on aime bien les réseaux sociaux chez Motif avec nos publications, on aime bien pouvoir justement partager des choses, mais je pense aussi qu'il y a un frein à adopter et une certaine forme de mesure. On parlait d'équilibre, ça a été un peu des sujets de ce podcast finalement, on parlait de l'équilibre, de trouver le juste milieu, et je pense que par rapport aux réseaux sociaux, il y a un juste milieu à trouver. C'est un juste milieu, puis c'est aux parents vraiment d'accompagner leurs enfants là-dedans et puis de les sensibiliser à ça, mais enfin, j'ai presque envie de dire que c'est un problème de santé publique numéro 1 en fait, parce que là vraiment on voit les dégâts que ça fait. C'est absolument atroce. Et je crois que c'est en début d'année, il y a eu un temps présent sur le sujet. On mettra le lien dans l'épisode du podcast. Il est assez incroyable, mais moi j'avais qu'une envie à la fin de l'épisode, c'est de prendre mon téléphone et de le jeter loin. Mais moi je vous invite en tout cas en tant que parent à aller le regarder, ça fait froid dans le dos, mais c'est la réalité de ces Big Five là, parlant de Discord, Instagram, enfin Meta, X, et puis il y en a encore des autres, il y a Facebook. Ouais, enfin bref. La galaxie de ces réseaux sociaux, exactement. TikTok et compagnie. Je te remercie par rapport à ce positionnement qui effectivement est assez similaire à ce qu'on partage aussi comme point de vue. Et pour une petite question, une dernière question un peu pour conclure, tu es confronté beaucoup à des situations probablement compliquées avec la variété. Comment toi tu vis ces émotions? Comment tu arrives à faire la part des choses pour pas que ça te prenne? Et comment... je l'ai envie de dire, c'est plutôt une question qui s'adresse là à nos professionnels de l'enseignement plus qu'à des parents, mais comment tu arrives à vivre avec ces émotions-là qui ne t'appartiennent pas? Je crois que le plus important c'est de pouvoir des fois se reposer sur l'équipe et puis de pouvoir débriefer avec les collègues ou avec notre responsable sur des situations quand ça nous touche, parce qu'il y a des fois effectivement des situations où ça nous prend au trip. Enfin, moi il y a eu des fois où je sortais de la maison, où j'arrivais dans la voiture, j'attendais d'être sur l'autoroute pour hurler tout ce que je pouvais hurler parce que j'en pouvais plus et que c'était tellement violent ce que j'avais observé. Puis une fois que ça s'était passé, après j'appelais un collègue ou mon chef pour débriefer, et ça je pense que c'est vraiment important de ne pas rester seul dans ces moments-là. L'importance d'un réseau, un réseau éducatif, un réseau professionnel qui soutient et qui accompagne, qui permet de se décharger. Parce qu'on est plus fort ensemble, des fois tout seul on s'épuise. Et puis il ne faut pas qu'on oublie ça non plus, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour cet épisode. C'était vraiment un plaisir pour moi de te recevoir dans ce podcast de Motif, le podcast Haut en couleur. Et
on aura le plaisir, si tu as des références à nous partager, ce sera volontiers qu'on le met en commentaire de la vidéo sur YouTube ou même sur notre blog où on fait à chaque fois un petit article dédié aux épisodes. Puis je te remercie beaucoup pour ce que tu as partagé avec nous, parents, mais avec grand plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.